toujours sur ce plateau avec Loïc Lawson, il est le patron du journal Flambeau des démocrates. Ferdinand Haïté, il est le directeur de publication du journal Alternative. Ferdinand, on parlait des sujets politiques, surtout avec la question des réformes. Aujourd'hui, depuis vendredi, le ministre Boukpessi de l'administration territoriale recevait les partis politiques. Est-ce qu'on peut envisager que la C14 pourra participer aux élections locales? Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas au courant des conclusions de la journée de réflexion de la C14, mais je lis sur certains sites d'information comme quoi ils ont décidé d'aller au local et puis au présidentiel de 2020. Oui. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut obtenir les réformes. Et il faut se battre pour les obtenir. Et donc, il faut arrêter les querelles, les petits problèmes de chef ou de chefillon, tout ça, et se mettre ensemble. Parce que, quand même, ça fait 30 ans que cette histoire dure. Ça fait 30 ans qu'on a les mêmes acteurs. Ça fait 30 ans que on va heurter le mur avec les mêmes méthodes. À un moment donné, il y a une réflexion à faire. C'est vrai que dans ce pays, on a le culte du leader. Les gens sont devenus des gourous incontestables. Dès que vous commencez par émettre un avis, on envoie des gens sur les réseaux sociaux vous insulter depuis que les réseaux sociaux sont apparus. Et moi, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, quand on parlait de la restructuration de la C14, quand on parlait de l'erreur qui a été commise en arrêtant les marches dès le début du dialogue, les gens envoyaient leurs chiens de garde sur les réseaux nous insulter. Et après, eux-mêmes, ont reconnu qu'on a commis une erreur d'avoir arrêté les manifestations. Le jeu politique ne se définit que par le rapport de force. S'il n'y a pas le rapport de force, l'adversaire ne recule pas. Et donc, pour obtenir aujourd'hui les réformes, il faut arrêter de se quereller, il faut mettre de côté les questions de candidature qu'on commence par balancer de part et d'autre, parce que, bien évidemment, si vous obtenez les réformes, les candidatures peuvent être diverses. Parce que si vous avez une élection à deux tours, c'est ça qui envenime les gens peuvent décider d'aller aux élections parce que vous avez un scrutin à deux tours. Donc, la priorité aujourd'hui, c'est de remettre la pression pour obtenir les réformes et le reste de la stratégie, notamment les questions de candidature, tout ça. Ça viendra après. Ça viendra après. Oui, donc, un mot sur la question avant de passer sur un autre sujet. Sur les réformes, bon, moi sur les réformes, je suis assez pragmatique. Je dis, on a raté déjà le plus important, c'est-à-dire l'occasion d'avoir ces réformes. L'opposition, par ses erreurs, par sa tergiversation, n'a pas su accepter parce qu'elle voulait gros. Elle n'a pas pu prendre le minimum. Là, le minimum, elle est à la recherche du minimum. Le pouvoir a les manettes en main. Prions que la communauté internationale puisse mettre la pression nécessaire qu'il faut pour que le pouvoir puisse au moins opérer les réformes au minimum. Parce que les réformes, à ce que je sache, que ce soit dans du camp, on a toujours crié dans le camp du pouvoir, tout comme dans le camp de l'opposition, qu'on veut les réformes. Au niveau du pouvoir, personne ne dit qu'il ne veut pas les réformes. Alors allez-y aux réformes. Vous avez toujours dit que c'est l'opposition qui faisait le blocage à l'Assemblée nationale. Maintenant que vous avez la majorité et que vous avez toutes les personnes nécessaires avec lesquelles il faut aller à l'Assemblée nationale, vous pouvez faire ces réformes. Allez-y, allons vite à ces réformes et que plus jamais on ne parle au Togo d'élections à deux tours, d'élections et limitation de mandat. Ça, c'est le minimum. Moi, je dis c'est le minimum et vite, le pouvoir lui-même a intérêt à les faire, à faire ces réformes, au risque demain encore qu'il y ait d'autres mouvements de contestation parce qu'on ne sait pas d'où ça peut encore venir. Loïc, on va parler d'autres sujets concernant le projet de construction d'un hôpital de référence. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ce projet-là divise et cristallise le débat. Parfois, les gens ne sont pas d'accord. Mais Ferdinand, quelle est ta position sur ce projet-là? Est-ce que le Togo n'a pas droit d'avoir un hôpital de référence? Est-ce que c'est un mal? Non, personne ne dénie le droit au Togo d'avoir un hôpital de référence. C'est l'idéal d'ailleurs, vu l'état de déconfiture totale de nos structures sanitaires. Mais les gens ne sont pas d'accord. L'état de déconfiture de nos structures sanitaires, je vous rappelle que la morgue centrale de Lomé ne travaille pas. Elle est en réflexion depuis, ils ont dit 3 mois, on est déjà à plus de 6 mois. La morgue de Dapaon ne fonctionne pas. Celle de Mango ne fonctionne pas. Donc dans toute la région des savanes, il n'y a pas de morgue. S'il y a un cadavre dans cette zone-là, il faut descendre à Kara.
Une ville comme Kara, qui a peut-être quelques milliardaires, des gens qui se sont enrichis en volant l'argent dans les sociétés d'État, il n'y a pas de scanner. Quand il y a des blessés graves à Kara, il faut aller au nord du Bénin, à Djougou, pour faire le scanner, ou il faut arriver à Lomé. Ceux qui ont la chance d'arriver à Lomé, ils arrivent à côté ici à l'hôtel de Lille. Et donc, c'est quand même un besoin de mettre le pays de construire des infrastructures sanitaires modernes. Mais ce que nous disons, c'est qu'on ne gère pas un État comme on gère un poulailler. Un État, il y a des règles de fonctionnement, il y a des décisions à prendre. Rappelez-vous, le 9 juillet 2018, il y a une délégation indienne qui est arrivée ici, qui a été reçue par le Premier ministre. Et on nous a parlé d'un hôpital de référence que le Togo doit construire à plus de 100 milliards ou quelque chose comme ça. Avant eux, il y avait des Égyptiens. Suite à une visite de Faure Gnassingbé en Égypte, il y avait une délégation égyptienne qui est arrivée ici pour nous dire on va construire un hôpital de référence. Et puis un matin, patatras, c'est la caisse de sécurité ou la patronne de la caisse de sécurité qui décide de construire un hôpital de référence. Et nous, on a essayé de voir, est-ce que c'est la mission de la caisse? Est-ce que c'est le rôle de la caisse de construire un hôpital? Parce que la caisse, le rôle de la caisse, c'est de veiller, la caisse est là pour le bien-être des travailleurs, des retraités. Et tout le monde sait dans quelles conditions nos retraités sont, les conditions de misère, tout ça. Alors, la caisse, ce n'est pas une structure qui appartient entièrement à l'État, c'est une structure parapublique. Il y a l'État, il y a le patronat, et puis il y a les syndicats. Et tout ça coiffé par un conseil d'administration. Alors, nous, on a approché des gens qui nous ont dit le patronat était contre, les syndicats étaient contre, mais la dame, toute puissance qu'on la connaît, elle a décidé, certainement avec le soutien de qui on sait, avec le président du conseil de surveillance, Gilbert Bahara, qui est le ministre de la fonction publique, de construire l'hôpital. Maintenant, le processus même de construction de cet hôpital est resté flou. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Le coût de l'hôpital varie entre 17 et 40 milliards. Ça veut dire que même le coût est élastique. On ne sait pas réellement quel est le coût de la construction de cet hôpital. On nous dit que l'hôpital sera livré en 12 mois, donc ce sera des préfabriqués. Ouais, donc, et puis, on a donné un nom bizarre qu'on trouve quelque part en Italie. Je sais que M. Faure Gnassingbé se soigne régulièrement en Italie. Et je me demande si cette histoire-là ne cache pas d'autres enjeux que nous ne maîtrisons pas. Et donc c'est ce que nous dénonçons, dans ce processus-là. L'argent de la Caisse nationale de sécurité, c'est pour les travailleurs. La Caisse nationale de sécurité n'est pas une assurance maladie. Il y a l'INAM qui s'occupe de ça. On nous a dit que la Caisse procède à l'évacuation des malades. Moi, je ne crois pas à cette histoire-là. Ou bien si ça arrive, ce n'est pas les pauvres travailleurs que la Caisse évacue. C'est des gens bien nantis que la Caisse évacue. Donc, et je pense qu'il y a un détournement d'objectifs avec l'argent de la Caisse. Ferdinand a déballé les choses. Si on comprend bien, en fait, ce n'est pas la construction de l'hôpital là qui pose problème, mais c'est que le processus est vicié. Est-ce que le mal, c'est à ce niveau-là? C'est au niveau du processus? Oui, je crois que tout a été dit, tout a été dit par Ferdinand, parce que le fait que, comme tu le dis aussi si bien, c'est la construction d'un hôpital, je crois que ça dérange quelqu'un. Ouais. On est tous contents et d'accord le Togo a besoin d'un hôpital, à défaut de, comment vous avez ça, de renforcer ce qu'on a déjà qui sont en état de déliquescence. Il faut un hôpital digne du nom, un hôpital de référence, comme on le dit. Ça, c'est une nécessité. Sur ce coup-là, il n'y a rien à dire. Maintenant, c'est tout le processus qui est ici. Oui, mais à commencer. Je ne pas la parole parce que il y a certains qui pensent qu'en fait, on ne peut pas laisser les hôpitaux dans leur état et envisager la création la construction d'un autre hôpital, au lieu alors qu'il fallait doter de ces hôpitaux qui sont déjà là d'un plateau technique qui répond aux normes internationales. Bon, c'est effectivement ce que tu dis est vrai, mais je crois que j'ai pu entendre qu'au dernier Conseil des ministres, le gouvernement a pris sur lui de renforcer les autres, de demander au ministre de la Santé de prendre les dispositions pour que les hôpitaux... On va parler avec la contractualisation. Non, pas seulement la contractualisation, pour avoir puisque nos hôpitaux manquent de scanners, pour qu'il y ait au moins des scanners dans les hôpitaux. Mais ce que je disais, c'est que le processus en soi, au-delà du fait que c'était une bonne chose, le processus a été vicié, Ferdinand a listé tout, mais une chose qu'il a oublié, on parle de 17 milliards ou de 40 milliards. Mais oui, le 17 ou 40 milliards, c'est que Ferdinand aussi a oublié, c'est que on oublie qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Alors que nous sommes dans un pays où il faut au moins
à partir de 10 millions, je crois, au-delà de 10 millions de francs CFA, il faut lancer un appel d'offres. Qui a vu l'appel d'offres? Qui a eu un appel d'offres pour dire ah, on veut construire un hôpital, voilà, apportez votre proposition à l'international. Est-ce que vous avez approché l'ARMP pour voir si... un appel d'offres est toujours public. Voilà, ça ne se cache pas. C'est pas un truc qui se cache. Ça ne se cache pas, c'est public. On n'a pas vu. On n'a pas besoin d'aller à Après ça, il faut l'architecte qui doit faire le boulot, tout ça. Il faut aussi procéder à un appel d'offres. Tout ça, c'est la maquette, tout ça. Il y a tout comment ça, les matériaux avec lesquels il faut équiper, il faut passer par un appel d'offres. Mais apparemment, rien de tout ça. Et c'est là où on se dit qu'il y a un flou autour de la chose. Quand on veut faire les choses bien et que les choses sont entachées d'irrégularité, alors au finish, il y aura aussi assez d'irrégularité qu'on va finir par... Loïc, qui peut bénéficier des soins de cet hôpital? C'est ce que beaucoup se demandent. Moi, j'ai approché des médecins, pas des moindres, qui m'ont dit, mais justement, la cible, c'est qui? Est-ce que c'est le Togolais lambda? Est-ce que c'est toi et moi? Quand on dit qu'il y aura, voilà, c'est-à-dire là où les hélicos vont atterrir, et tout ça, pour évacuer des malades, toi et moi, si tout de suite, toi et moi, nous sommes au cœur de Lomé, à Baie, s'il y a un problème, c'est un taxi qui va nous reprendre. Il n'y a même pas d'ambulance. Et comment vous avez médicalisé pour nos hôpitaux. Et voilà, on nous parle d'hélico. Moi, j'ai dit l'hélico, c'est pas pour moi, Loïc, c'est pas pour... et je ne sais pas, le Togolais normal, ça sera pour une autre classe. Et ça aussi amène les gens à se demander, est-ce que c'est pas une clinique privée en réalité derrière? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas une clinique privée qui est en train d'être construite, mais qu'on appelle hôpital de référence ou hôpital de je sais quoi, parce que pour la petite histoire, de parenthèse, même si comparaison n'est pas raison, tu te rappelles ici les Libanais, ou bien l'association des Libanais avait créé un hôpital dit offert à l'État togolais, un centre de santé. Il a suffi que le président ou celui qui l'a offert puisse mourir, et puis les Libanais ont repris leur bâtiment. Ce n'est plus un centre de santé aujourd'hui, c'est devenu une société. Et ça, l'État est là. Et je me rappelle que pour inaugurer ce centre de santé, nos autorités avaient fait le déplacement. C'était dit que c'est pour l'État togolais, c'est pour les populations togolaises. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce que M. Tapchouri est décédé. Les Libanais, sa fille en l'occurrence, a repris en disant bah, écoutez, c'est le bien de mon papa et elle a loué ça à un opérateur privé. Ferdinand, comme le dit Loïc, faut-il parler d'une clinique privée? Est-ce que ce n'est pas trop exagéré? Non, ce n'est pas exagéré. Tout a l'air d'un truc qu'on est en train de faire en privé. La République même est totalement en déconfiture, où n'importe qui, le soir en dormant après un coup de champagne, rêve le matin de construire un hôpital. Si aujourd'hui on prend l'argent de la caisse pour construire un hôpital de référence comme il se dit, n'oubliez pas que la même personne avait déjà lancé un projet pharaonique en disant ouais, je construis les villas, et des villas dont le coût est estimé à 1 milliard 800 pour certaines villas. Comment est-ce qu'on peut prendre l'argent des travailleurs, des gens qui cotisent pour leur retraite, même si la caisse fait des placements, même si la caisse fait des DAT, tout ça, on peut prendre l'argent des travailleurs pour construire des villas de 1 milliard. Est-ce que c'est le pauvre travailleur qui cotise là, qui va aller acheter une villa de 1 milliard? Et donc, il y a fondamentalement une volonté de mettre la main sur la fortune des travailleurs et de le détourner vers d'autres objectifs. C'est ça que nous dénonçons. Parce qu'un hôpital de référence avec héliport, déjà qu'au CHU, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de voiture médicalisée. Déjà que nos services de sapeurs-pompiers n'ont pas de moyens. S'il y a un blessé aujourd'hui à Togolais-Kopé, il faut que les sapeurs-pompiers quittent Kodjovia-Kopé, traversent toute la ville pour aller ramasser l'infortuné, si entre-temps il n'est pas décédé. Et donc, ce n'est pas dans un pays comme ça qu'on vient nous raconter des histoires comme quoi on veut construire un hôpital de référence et que les Togolais vont commencer par danser et à applaudir. Parce que cet hôpital, ce n'est pas pour eux, c'est pour la minorité. La minorité qu'on a décrit, c'est pour la minorité. Mais dans la présentation, on dit c'est pour les Togolais. Oui, mais c'est ce qu'ils disent, les Togolais. Mais il y a plusieurs catégories de Togolais. Il y a ces Togolais-là qui ont droit à tout et ces Togolais qui n'ont droit à rien. Et donc, je pense que ce truc-là, c'est pour eux-mêmes. Et je me pose toujours des questions parce que dès qu'on dit que c'est un truc derrière lequel on trouve l'Italie, tout ça, un pays dans lequel Faure Gnassingbé se soigne, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière qu'on ne nous dit pas? De toutes les façons, ils ont dit dans un mois, dans un an, ce sera fini. Ouais. On va voir parce qu'on a vu la dame en question, lorsqu'elles étaient aux impôts, elle a construit
comment ça s'appelle, elle a construit des directions régionales des impôts sur l'ensemble du territoire, qui sont restées dans la brousse depuis, qui n'ont jamais été exploitées. Celle qui a Kodjovia Kobe, c'est récemment qu'elle a été aménagée. Quand vous allez à Takpame, il n'y a que les rats qui occupent ça, et c'est construit à coups de milliards, et à coups de centaines de millions. Et vous imaginez que dans ce processus de construction, les mêmes qui sont les maîtres d'ouvrage, ce sont leurs frères qui livrent le ciment, c'est leurs frères qui livrent les graviers, c'est leur maman qui livre les fers. Et donc, parfois, c'est des projets conçus pour détourner l'argent et enrichir des membres de Loïc, en attendant 2020, il faut sauver les centres de santé et les hôpitaux de leur état de délabrement total. Et vous avez suivi le dernier conseil de ministres Oui. Tout récemment. Ils ont parlé de la contractualisation et donc il faut trouver une solution intermédiaire. Le gouvernement a présenté une grande satisfaction par rapport aux résultats de la contractualisation. Oui, mais ça, c'est par rapport au compte rendu fait par le ministre de la Santé. Oui, sur le terrain, est-ce que vous constatez non, justement, quelque chose de concret? C'est justement, et moi, je n'ai pas, comment on dit ça, les éléments nécessaires pour contredire ce que le gouvernement a dit. Ils ont donné un exemple d'un CMS de CIM, c'est-à-dire, et avec des chiffres. C'est ce qui m'a un peu dérangé. J'aurais voulu qu'on donne des exemples sur toute l'étendue du territoire national en disant voilà, à Lomé, c'est que ça donne, voilà, à Tapamé, c'est que ça donne, voilà. Mais bon, qu'on parle seulement d'un CMS de CIO en disant voilà, le taux de ceci a augmenté, le taux de cela a augmenté, j'ose bien le croire. Mais qu'il ne faut pas qu'à la fin, que tout cela semble être, que cela soit du bluff. Parce que nous qui allons nous soigner dans ces hôpitaux, ce n'est pas eux. Nous ne voyons pas un grand changement. C'est-à-dire nous qui allons au CHU, nous qui allons dans les hôpitaux du quartier, nous on ne voit pas un changement en particulier. Et les médecins non plus qui soignent dans ces centres-là aussi, nous te diront qu'ils ne voient pas un changement en particulier. Le gouvernement s'est contenté du rapport fait par le ministre de la Santé, qui a piloté et mis en œuvre le projet. Et je ne vois pas lui dire que le projet n'est pas bon ou que le projet connaît quelques difficultés sur le terrain. Donc, et c'est pour cela qu'il faut toujours des contre-expertises, essayer que le gouvernement envoie ses propres experts. Mais c'est un rapport qui prend en compte les résultats du terrain. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Quand j'ai suivi, j'ai vu, on a parlé du CMS de CIO. Et on a donné un exemple pour dire que c'est un exemple de réussite. Entre-temps, ils étaient à Tapamé, ils ont dit la même chose. Et je crois que le chef d'État avait fait un déplacement à Tapamé. Maintenant, je dis, ça c'est selon les rapports du ministre de la Santé. Et je précise que c'est le même ministre qui a eu c'est-à-dire le projet vient de lui, et c'est lui encore qui le fait exécuter à travers une société privée. D'accord? Maintenant, il faudrait que le gouvernement puisse demander une contre-expertise, pour essayer de voir est-ce que réellement sur le terrain, les Togolais et les Togolaises vivent les avantages de la contractualisation, et si cette contractualisation vraiment change quelque chose dans le quotidien des patients qui viennent en consultation. Je crois que c'est comme ça, ça doit se faire. Maintenant, outre mesure, si on se contente des rapports, on risque d'être déçu. Il risque d'être déçu, c'est-à-dire le président de la République, et je crois que par le passé, il a 1000 fois été déçu par des faux rapports de ses collaborateurs. C'est pour ça que je dis, il faut que lui-même peut-être trouve des personnes neutres pour lui faire un rapport réel et rigoureux sur la contractualisation, ses avantages, là où elle est arrivée et le désavantage. Ferdinand, s'il fallait parler du bilan à mi-parcours de ce projet de contractualisation, est-ce qu'on peut dire que c'est bénéfique et qu'on peut espérer à l'avenir? Moi, je n'ai pas lu le rapport, je ne sais véritablement pas quoi dire parce que dès le départ, moi, ma position était claire. On ne pouvait pas privatiser ces genres de choses, les soins à l'hôpital et tout ça. C'est-à-dire que quand on parle des questions de souveraineté, comme les gens commencent par le dire de part et d'autre, voilà un pays où on essaie même de brader, de vendre les soins de santé aux étrangers. Et 60 ans ou je ne sais pas combien d'années après les indépendants, nous ne sommes même pas capables de gérer par nous-mêmes nos hôpitaux, nos centres de santé. On est obligé de faire appel à des sociétés étrangères. C'est une alternative. Non, il faut laisser les histoires. Il faut laisser les histoires. On n'est pas capable de gérer nous-mêmes nos structures de santé. Et nos structures de santé sont dans un état de déliquescence avancée. Il n'y a pas de matériel. Et
on se dit, bon, il faut que le blanc vienne gérer ça et nous faire les comptes. Bon, celui qui gère, comme on gère le port autonome aujourd'hui, comme un gâteau que les gens se sont partagés, ils vous font les comptes comme ils veulent. Et vous, parce que derrière cette histoire, il y a toujours des ministres, des réseaux qui ont les intérêts. Eux, ils peuvent masquer les chiffres, aller au conseil des ministres pour dire oui, ça marche, parce qu'ils trouvent leur part. Et puis on nous donne un exemple d'un coin perdu, ici où, bon, où je ne sais pas combien de population il y a, je ne le dis pas par mépris, mais je dis ici où parce qu'il y a d'autres localités dans lesquelles on fait les contractualisations. Pourquoi on va prendre une petite localité là où il n'y a pas véritablement une densité démographique pour évaluer les résultats sont visibles pour évaluer les choses. Et donc on est en train de nous tourner en bourrique au fait. Et donc moi je pense que cette histoire de contractualisation, c'est un échec. C'est la preuve que l'État a démissionné et que ce régime n'est plus capable de gérer. Ferdinand Ité, Loïc Lawson, merci. On va marquer la deuxième pause et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission. Votre émission, L'autre journal. À tout à l'heure.